On dit que l'esprit peut nous jouer des tours. Mais que faire si votre entourage insiste sur le fait que vous perdez la raison, alors que vous savez que vous vous accrochez au dernier fil de votre santé mentale? Le jour où mon mari est sorti du cabinet du médecin en murmurant que je perdais la boule, j'ai senti chaque fibre de mon être se fracturer. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier. Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. Je m'appelle Martine et j'ai 73 ans. Depuis 51 ans, je vis dans le même appartement exigu du 13e arrondissement de Paris, près de la place d'Italie, où le papier peint au rose jaune s'est décoloré en un crème fantomatique et où l'odeur du café du matin ne parvient jamais tout à fait à réchauffer le froid qui s'est installé dans mes os. Je me lève chaque matin à 5h30, non pas par envie, mais parce que mon corps a mémorisé le rythme de servir les autres avant moi-même. La routine était toujours la même. Plier les chemises de Jean-Pierre avec précision, repasser les plis qu'il inspecterait d'un œil critique, préparer son petit déjeuner exactement comme il l'aimait, 2 œufs sur le plat, du pain de mie à peine doré, un café aussi noir que ses humeurs étaient devenues. Mes mains tremblent maintenant, l'arthrite transformant les tâches simples en montagnes à gravir, mais je ne me suis jamais plainte. Se plaindre, c'est de la faiblesse, disait toujours Jean-Pierre. De la fenêtre de ma cuisine, Paris s'éveillait à la vie. Les scooters pétaradaient sur l'avenue d'Italie, les voisins discutaient sur le pas de leur porte, les enfants riaient en allant à l'école, mais entre ces 4 murs, je me sentais comme un fantôme, portant des décennies de souvenirs qui ne semblaient importer à personne d'autre que moi. Mardi dernier a tout changé. J'avais supplié Jean-Pierre de m'accompagner au cabinet du docteur Dubois, sur le boulevard de l'hôpital. Ma mémoire me faisait défaut. Des petites choses, comme oublier où j'avais posé mes lunettes de lecture ou rester plantée au milieu du supermarché, incapable de me souvenir de ce que j'étais venue acheter. Cette confusion m'effrayait. J'avais besoin de quelqu'un pour me tenir la main, pour me dire que je n'étais pas en train de me perdre complètement. Jean-Pierre était assis dans la salle d'attente, faisant défiler les nouvelles sur son téléphone avec la même irritation qu'il manifestait lorsque je lui demandais de l'aide pour quoi que ce soit. Quand le docteur Dubois nous a appelés, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions comprendre ce qui m'arrivait. Mais alors que je décrivais mes symptômes, les oublis, les moments de confusion, la fatigue écrasante, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Jean-Pierre ne me regardait pas avec inquiétude ou compassion. Ses yeux contenaient tout autre chose, quelque chose de calculateur. Lorsque le docteur Dubois est sorti pour chercher des formulaires, Jean-Pierre s'est penché en avant et a murmuré à l'infirmière, juste assez fort pour que je l'entende, qu'elle perdait la boule. Vraiment. Il ne savait pas combien de temps il pourrait encore gérer ça. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai regardé mon mari, cet homme qui avait promis de m'aimer dans la maladie comme dans la santé, et j'ai vu un étranger. Les mêmes yeux qui pétillaient autrefois lorsqu'il m'avait demandé en mariage sur la côte normande contenaient maintenant un calcul froid. Il voulait que les autres croient que j'étais brisée. Ce soir-là, je me suis assise dans notre salon, tenant notre vieil album photo, page après page de souvenirs, le jour de notre mariage à l'église Saint-Médard, les vacances en Bretagne, les matins de Noël avec nos enfants, Sophie et Mathieu, quand ils étaient petits et croyaient encore que j'avais décroché la lune. Sur chaque photo, je souriais, je donnais, j'aimais sans réserve. Quand cet amour s'était-il transformé en fardeau? Quand étais-je devenue quelque chose à gérer au lieu de quelqu'un à chérir? Vous voyez, j'avais tout donné à cette famille. Tout. Dans les premières années, quand l'argent était rare et que Jean-Pierre luttait pour lancer son entreprise de BTP, je faisais des doubles journées chez le traiteur de la rue de Tolbiac. Mes pieds enflaient au point que je pouvais à peine marcher, mais je ne me plaignais jamais. L'argent que je gagnais allait directement sur notre compte commun. De l'argent qui a finalement aidé Jean-Pierre à investir dans des actions qui lui rapporteraient une petite fortune au fil des ans. Quand Sophie est née, j'ai quitté mon travail pour m'occuper d'elle à plein temps. Puis Mathieu est arrivé 2 ans plus tard. Je passais des nuits blanches à cause des fièvres, des coliques, des cauchemars. Je préparais les paniers repas, j'aidais aux devoirs,
Je conduisais aux entraînements de foot, aux leçons de piano et aux cours de danse. Je fabriquais les costumes d'Halloween à la main. Je cuisinais les gâteaux d'anniversaire moi-même. Je créais de la magie à partir de rien parce que nous n'avions pas beaucoup de moyens. Sophie me disait souvent, en enroulant ses petits bras autour de ma taille, que je faisais toujours tellement pour eux. Ces câlins étaient tout pour moi à l'époque. Mais quelque part en chemin, les étreintes rapides ont remplacé les longues conversations. Les remerciements sont devenus une habitude plutôt qu'un sentiment. Au fil des ans, l'entreprise de Jean-Pierre a prospéré. Les investissements en bourse que j'avais aidé à financer ont commencé à rapporter gros. Nous n'étions pas riches, à proprement parler, mais nous étions à l'aise. Plus qu'à l'aise. Jean-Pierre avait accumulé des actifs d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, y compris des crypto-monnaies qu'il avait achetées très tôt et dont la valeur avait considérablement augmenté. Mais avec le succès financier sont venues les attentes. Quand Sophie a obtenu son diplôme universitaire et a eu besoin d'argent pour son mariage, j'ai vidé mon petit compte d'épargne sans poser de questions. Quand Mathieu a perdu son emploi pendant la récession, nous avons soutenu sa famille pendant 8 mois. Quand la mère de Jean-Pierre a eu besoin de soins infirmiers coûteux, j'ai pris un emploi à temps partiel à la bibliothèque du quartier pour aider à couvrir les frais. « Maman, peux-tu nous aider avec la compte? Maman, peux-tu me prêter de l'argent pour les réparations de la voiture? Maman, peux-tu garder les enfants ce week-end? » Je disais oui à tout. Toujours oui. Parce que c'est ce que font les mères, ce que font les épouses. Nous donnons jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et puis nous trouvons encore plus à donner. Mais quelque chose a changé ces dernières années. Les demandes sont devenues des exigences. La gratitude est devenue une attente. Et l'attitude de Jean-Pierre à mon égard est devenue quelque chose que je reconnaissais à peine. « Tu t'imagines encore des choses ?» disait-il quand je mentionnais que je me sentais fatiguée ou dépassée. « Tu es mélodramatique » quand je demandais de l'aide pour les tâches ménagères qui devenaient difficiles avec mon arthrite. « Tu t'inquiètes trop » quand j'exprimais des préoccupations concernant nos finances ou nos relations familiales. Lentement, j'ai commencé à douter de moi-même. Étais-je mélodramatique? Imaginais-je la froideur dans leur voix, la façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, le sentiment que je devenais invisible dans ma propre maison? Les visites chez le médecin sont devenues un autre champ de bataille. Chaque fois que je mentionnais un symptôme, les douleurs articulaires qui m'empêchèrent de dormir, les trous de mémoire qui m'effrayaient, la dépression qui s'installait sur moi comme un brouillard, Jean-Pierre m'interrompait. « Elle a toujours été anxieuse », disait-il au médecin. « Elle a tendance à exagérer les symptômes. Je pense que c'est pour attirer l'attention. » Attirer l'attention. Comme si 51 ans passés à faire passer tout le monde en premier était en quelque sorte égoïste. Comme si demander des soins de base et de la compassion était trop demandé. Le point de rupture est survenu le mois dernier. Mon 73e anniversaire est tombé un jeudi pluvieux d'octobre. J'avais mentionné la date plusieurs fois, l'avais même entourée en rouge sur le calendrier de la cuisine. Mais la journée s'est écoulée sans aucune reconnaissance. Pas d'appel de Sophie ou Mathieu. Pas de carte de Jean-Pierre. Rien. Je me suis assise à la table de la cuisine ce soir-là, entourée par le silence d'une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. J'ai allumé une seule bougie d'anniversaire sur un morceau de pain grillé et j'ai fait un vœu. J'ai souhaité compter pour quelqu'un. N'importe qui. 2 jours plus tard, Jean-Pierre a annoncé qu'il allait rendre visite à son frère Thomas à Créteil pour le week-end. Quelque chose dans son ton m'a rendue méfiante. Nous n'avions pas vu son frère depuis plus d'1 an, et soudain, c'était urgent. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. « Tu ne comprendrais pas ?» a-t-il répondu en attrapant sa veste. « C'est pour les affaires. Cette nuit-là, seule dans notre appartement, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai glissé un petit enregistreur vocal dans la poche de la veste de Jean-Pierre. C'était un minuscule appareil que j'avais acheté des mois plus tôt, lorsque j'envisageais d'enregistrer les rendez-vous chez le médecin pour m'aider à me souvenir des instructions. Je me suis dit que j'avais besoin d'une preuve. Une preuve que je ne perdais pas la raison. Une preuve que quelque chose n'allait terriblement pas dans la façon dont on me traitait. Le week-end s'est éternisé. J'ai nettoyé l'appartement, je me suis occupée de mon petit jardin d'herbes aromatiques sur le balcon et j'ai essayé de faire taire la voix dans ma tête qui me murmurait que j'étais paranoïaque. Peut-être que Jean-Pierre avait raison.
Peut-être que j'imaginais des choses. Il est rentré dimanche soir dans une humeur que je n'arrivais pas à déchiffrer. Distant, mais presque. Excité, il est allé directement dans son bureau et a fermé la porte, passant des appels téléphoniques à voix basse dont le son traversait les murs fins, mais pas les mots. Lundi matin, après son départ au travail, j'ai récupéré l'enregistreur de la poche de sa veste avec des mains tremblantes. Mon cœur battait la chamade alors que j'appuyais sur play, pas sûre d'être prête pour ce que j'allais entendre. Ce que j'ai entendu a détruit quelque chose en moi qui se fissurait déjà depuis des années. La voix de Jean-Pierre, claire et calculatrice. Elle demande trop de travail maintenant, Thomas. Les visites chez le médecin, les plaintes, la façon dont elle me suit partout comme un petit chien perdu, et l'argent. Mon Dieu, l'argent qu'on dépense pour ses médicaments et ses traitements. La voix de son frère. À quoi tu penses? J'ai étudié les options. Il y a un endroit dans l'Essonne, pas trop cher. Rien de luxueux, mais propre, sûr. On s'occuperait d'elle, et je serais libre de, tu sais, vivre ma vie. Et la maison, les économies? C'est là toute la beauté de la chose. Si elle est déclarée incapable, j'obtiens le plein contrôle de tout. Le compte courant, le portefeuille d'investissement, même les avoirs en bitcoin. Elle n'est même pas au courant de la moitié de ce que nous possédons. J'ai été malin en la tenant à l'écart du tableau financier. Et les enfants? Jean-Pierre a ri, un son qui a gelé mon sang. Sophie est déjà d'accord. Elle pense que sa mère a besoin de soins professionnels. Mathieu est plus difficile à convaincre, mais il finira par se rallier quand il réalisera qu'il pourrait y avoir un héritage qui en vaut la peine. L'enregistrement a duré 43 minutes. 43 minutes de mon mari et de son frère discutant de ma vie comme si j'étais un problème à résoudre, un obstacle à éliminer. Ils ont parlé de falsifier des documents, de trouver des médecins qui me déclareraient incapable, et même de mettre en scène des incidents pour me faire paraître instable. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, tenant ce petit enregistreur, et j'ai senti quelque chose se briser en moi qui m'avait maintenue entière pendant des décennies. La trahison avait un goût de pièce de cuivre dans ma bouche. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine tenir l'appareil. Pendant 51 ans, j'avais aimé cet homme complètement. Je lui avais donné ma jeunesse, mes rêves, mon identité. J'avais soutenu son entreprise avec mon salaire, élevé ses enfants pendant qu'il bâtissait sa fortune, soigné sa mère quand elle était mourante. J'avais été loyale, fidèle, dévouée, et il ne me voyait que comme un fardeau coûteux. J'ai rampé jusqu'au salon et j'ai regardé notre photo de mariage sur la cheminée. Cette jeune femme en blanc, si pleine d'espoir et d'amour, croyant complètement que l'homme à ses côtés la protégerait et la chérirait pour toujours. Que lui dirais-je si je pouvais remonter le temps? Ce soir-là, j'ai laissé tomber ma tasse de café préférée, celle que Sophie m'avait offerte pour la fête des mères des années auparavant, peinte de petites fleurs. Elle s'est brisée contre le carrelage de la cuisine et j'ai regardé les morceaux éparpillés sur le sol. Comme mon mariage, comme ma famille, comme ma confiance. Mais à ce moment de destruction, autre chose s'est produit. Quelque chose d'inattendu. J'ai murmuré « Ça suffit ». Les mots sont venus de quelque part au fond de moi, d'un endroit qui avait été enfoui sous des décennies de complaisance et de sacrifice de soi. Ça suffit. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ramassé les morceaux cassés immédiatement. Je les ai laissés là et je suis allée me coucher, où j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain et j'ai vu une étrangère, une femme aux cheveux gris et aux rides autour des yeux, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la force. J'avais un choix à faire. Je pouvais continuer à prétendre que tout allait bien, continuer à être la victime commode de la manipulation de ma famille, ou je pouvais faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie d'adulte. Je pouvais me défendre. Mais se défendre signifiait tout risquer. Cela signifiait potentiellement perdre la seule famille que j'avais. Même si cette famille me traitait terriblement. À 73 ans, qui serais-je sans eux? La peur était paralysante. La solitude semblait pire que le manque de respect. Au moins avec Jean-Pierre et les enfants, j'avais un certain but, même si ce but était d'être utilisé.
J'ai passé 3 jours à arpenter notre petit appartement, à écouter l'enregistrement encore et encore, essayant de me convaincre que j'avais mal compris quelque chose. Peut-être que Jean-Pierre était juste frustré, peut-être qu'il ne le pensait pas vraiment. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. La froideur de sa voix, la manière désinvolte dont il discutait de se débarrasser de moi, ce n'était pas une frustration momentanée. C'était un homme qui avait cessé de me voir comme un être humain il y a des années. Jeudi, j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. J'ai acheté un petit carnet et j'ai commencé à noter chaque incident dont je pouvais me souvenir où j'avais été ignorée, rabaissée ou méprisée. La liste est devenue plus longue que prévu. Jean-Pierre m'interrompant lors des dîners entre amis. Sophie levant les yeux au ciel quand je lui offrais un conseil. Mathieu changeant de sujet chaque fois que j'essayais de parler de mes problèmes de santé. Les cruautés désinvoltes qui étaient devenues si normales que j'avais cessé de les remarquer. Mais j'ai aussi écrit d'autres choses. Des moments qui contredisaient leur récit de moi comme étant incapable ou instable. Je tenais toujours notre carnet de chèques au centime près. Je me souvenais encore de chaque anniversaire de petit enfant, de chaque anniversaire de famille, de chaque date importante. Je préparais encore des repas de fête élaborés, je gérais notre foyer, et je m'occupais de tout le labeur émotionnel nécessaire au maintien des relations familiales. Je ne perdais pas la raison. Je perdais ma volonté de continuer à être leur cible commode. Ce dimanche-là, Mathieu a appelé pour demander si je pouvais garder ses jumeaux pendant que sa femme et lui allaient à un mariage. La demande était typique, à la dernière minute, supposée plutôt que demandée, sans aucune considération pour le fait que je pouvais avoir d'autres projets. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai dit non. Comment ça, non? La voix de Mathieu portait le choc de quelqu'un qui n'avait jamais entendu ce mot de ma part. Je veux dire que j'ai d'autres projets. Quel projet? Tu n'as jamais de projet. Le mépris désinvolte de toute mon existence m'a piqué, mais il a aussi renforcé ma résolution. J'ai des projets maintenant. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse me culpabiliser pour me faire changer d'avis. Mes mains tremblaient, mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La satisfaction de poser une limite. Moins d'1 heure plus tard, Sophie a appelé. Puis Jean-Pierre. Tous deux confus, légèrement en colère, exigeant de savoir ce qui n'allait pas chez moi. Rien ne va mal chez moi, leur ai-je dit à chacun. C'est exactement ça, le problème. Ce soir-là, j'ai sorti tous nos vieux albums photos et je les ai étalés sur le sol du salon. 51 ans de souvenirs. Remise de diplômes, fêtes, vacances, célébrations. Sur chaque photo, j'étais là, organisant, servant, célébrant les réussites des autres, rendant la vie de tout le monde plus douce et plus heureuse. Mais en regardant ces photos maintenant, j'ai vu autre chose. J'ai vu une femme disparaître peu à peu. Sur les premières photos, j'avais des opinions, des préférences, des rêves. Au fil des ans, je suis devenue un arrière-plan. Un personnage secondaire dans l'histoire de tous les autres. J'ai pris une photo, Jean-Pierre et moi sur la côte normande pendant nos fiançailles, jeunes et riants, et j'ai rangé le reste. Cette jeune femme méritait mieux que ce que son avenir lui réservait. Et peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas trop tard pour la femme que j'étais devenue. Le lendemain matin, j'ai passé 2 appels téléphoniques qui allaient tout changer. Le premier était à Maria Alves, ma voisine du dessus. Maria avait 68 ans, une veuve qui avait élevé 4 enfants et enterré un mari qu'elle aimait profondément. Elle était aussi la seule personne dans ma vie qui semblait me voir comme un être humain à part entière. « Martine, tu as l'air différente », a-t-elle dit quand je lui ai demandé si nous pouvions parler. Plus forte, en quelque sorte. Je lui ai tout raconté. L'enregistrement, les années de manipulation, le plan pour me faire déclarer incapable. Maria a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Ma belle, tu sais ce que tu dois faire », a-t-elle dit finalement. La question est de savoir si tu as le courage de le faire. Le deuxième appel a été plus difficile. J'ai cherché des avocats spécialisés dans le droit des aînés à Paris et j'en ai trouvé une qui offrait des consultations gratuites. Maître Leclerc exerçait depuis 20 ans et se spécialisait dans la protection des personnes âgées contre les abus financiers. Ce que vous décrivez est malheureusement courant,
m'a-t-elle dit lors de notre conversation téléphonique. Les membres de la famille ciblent souvent les actifs de leurs parents âgés, surtout lorsqu'il y a une somme d'argent importante en jeu. Le portefeuille de crypto-monnaies et d'investissement de votre mari fait de vous une cible de choix. Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'une femme au foyer. Vous êtes une femme dont les droits ont été violés. Vous avez des options. Madame Moreau, plus d'options que vous ne le pensez. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Le week-end a apporté un autre test. Jean-Pierre a annoncé que Sophie et sa famille venaient pour le dîner du dimanche, et que Mathieu et sa femme se joindraient à nous. « Fais ce rôti qu'ils aiment tant », a-t-il dit, sans demander, supposant que j'obéirais comme je l'avais toujours fait. Et ce gâteau au chocolat que Sophie demande toujours. Je suis restée devant le comptoir de la cuisine, regardant la liste de courses que j'avais automatiquement commencé à écrire, et je me suis arrêtée. Non. Quoi? J'ai dit non. S'ils veulent dîner, ils peuvent t'aider à cuisiner. Ou nous pouvons commander à emporter. Le visage de Jean-Pierre est passé par plusieurs expressions. Confusion, agacement, et enfin, colère. Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Tu agis, bizarrement, le mot de code pour non conforme. Pas invisible, pas commodément silencieuse. J'agis comme quelqu'un qui mérite un respect élémentaire. Du respect. Ça fait 50 ans que je subviens à tes besoins. Et moi? Ça fait 50 ans que je te soutiens en retour. Cuisiner, nettoyer, élever tes enfants, m'occuper de ta mère, travailler quand nous avions besoin d'argent, abandonner tous les rêves que j'ai jamais eus pour te faciliter la vie. Quand exactement est-ce que j'arrête de mériter le droit d'être traité comme un être humain? Jean-Pierre m'a dévisagé comme si j'avais développé une deuxième tête. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que l'ancienne Martine, celle qui absorbait le manque de respect comme une éponge, avait finalement disparu. Le dîner du dimanche a été tendu. J'ai fait des sandwichs au lieu d'un rôti, j'ai servi des biscuits du commerce au lieu d'un gâteau fait maison. Sophie s'est plainte du repas étrange. Mathieu a demandé si je me sentais bien. Jean-Pierre m'a fusillé du regard de l'autre côté de la table. Mais je me tenais plus droite que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai croisé leurs regards au lieu de baisser les yeux sur mon assiette. J'ai participé aux conversations au lieu de simplement servir et débarrasser. « Maman, tu sembles différente », a dit Sophie en partant. Ce n'était pas un compliment. « Je suis exactement la même », ai-je répondu. C'est juste que je ne fais plus semblant de trouver normal d'être maltraitée. Cette semaine-là, j'ai eu ma première réunion avec Maître Leclerc. Son bureau se trouvait dans un bel immeuble haussmannien près du parc Montsouris, et elle m'a offert un café dans une vraie tasse, pas un gobelet en carton, une petite gentillesse qui m'a presque fait pleurer. « Parlez-moi de votre situation financière », a-t-elle dit en sortant un bloc-notes. J'ai réalisé que je n'en savais pas autant que j'aurais dû. Jean-Pierre s'occupait des affaires. Il s'en était toujours occupé, prétendant que c'était trop compliqué pour que je comprenne. Mais je connaissais le compte courant que nous partagions, le compte d'épargne à nos deux noms, l'appartement que nous possédions entièrement. Ce que je ne savais pas, c'est que Jean-Pierre avait ouvert plusieurs comptes à son seul nom, y compris des comptes d'investissement valant des centaines de milliers d'euros, de l'argent qui avait fructifié à partir des fondations que j'avais aidé à construire avec mon salaire du traiteur, mon travail non rémunéré de mère et de femme au foyer, mes sacrifices de rêve et d'ambition personnelle. En France, les biens acquis pendant le mariage sont considérés comme des biens matrimoniaux, quel que soit le nom sur le compte, a expliqué Maître Leclerc. Vous avez des droits sur ces investissements, cette crypto-monnaie, tout cela. Mais nous devons agir rapidement si votre mari a l'intention de vous faire déclarer incapable. Elle m'a donné des devoirs, rassemblé des documents financiers, enregistré toute conversation où Jean-Pierre discutait de ses plans, documenté les cas d'abus émotionnels ou de manipulation. Mais le plus important, a-t-elle dit alors que je partais, c'est que vous compreniez que vous n'êtes pas impuissante. On vous a appris à le croire, mais ce n'est pas la réalité. Je suis rentrée de ce rendez-vous en traversant le parc Montsouris, regardant les familles jouer sur les aires de jeu, les couples promenant leurs chiens, les personnes âgées nourrissant les canards au bord de l'étang. La vie normale continuait tout autour de moi pendant que mon monde était en train d'être reconstruit de fond en comble.
Ce soir-là, Jean-Pierre est rentré de particulièrement bonne humeur. Il avait déjeuné avec son frère et semblait satisfait de quelque chose. « J'ai réfléchi », a-t-il dit pendant le dîner. « Peut-être qu'on devrait envisager de déménager dans un endroit plus petit, plus facile à entretenir, moins cher. » Je savais que c'était le début. La première étape de son plan pour m'isoler, me contrôler, et finalement se débarrasser de moi. Où pensais-tu? Il y a un endroit sympa dans l'Essonne, une résidence pour seniors, des tarifs très raisonnables. Résidence pour seniors, le mot de code pour l'établissement dont ils avaient à parler sur l'enregistrement. Je me plais ici, ai-je dit calmement. J'aime notre quartier, nos amis. Quels amis? Le ton de Jean-Pierre était méprisant. Tu quittes à peine cet appartement, sauf pour les rendez-vous chez le médecin. La cruauté était désinvolte, automatique. Un rappel que dans son esprit, j'avais déjà cessé d'être une personne à part entière. J'ai des amis, ai-je dit doucement. Plus que tu ne le penses. 3 semaines plus tard, j'étais prête pour la confrontation que j'avais redoutée et anticipée à parts égales. Maître Leclerc m'avait aidé à comprendre mes droits légaux, Maria m'avait apporté un soutien émotionnel, et j'avais enfin trouvé ma voie. J'ai demandé à Jean-Pierre d'appeler les enfants et d'organiser une réunion de famille. Il a semblé ravi, pensant probablement que j'étais prête à discuter des options pour mes soins futurs. Nous devons avoir une conversation sérieuse, ai-je dit à Sophie quand elle est arrivée avec son mari et ses 2 adolescents. Mathieu est venu seul. Sa femme avait soudainement d'autres projets quand elle a appris que la réunion était sérieuse. Ils se sont rassemblés dans notre salon, la même pièce où je les avais reçus pendant des décennies, où les matins de Noël s'étaient déroulés, où nous avions célébré chaque étape importante et surmonté chaque crise. Je m'étais préparée pendant des semaines, mais mes mains tremblaient encore alors que je me tenais devant eux. « Je sais ce que vous avez prévu », ai-je commencé. Le visage de Jean-Pierre est devenu rouge. « De quoi tu parles ?» Au lieu d'expliquer, j'ai sorti une petite enceinte et j'ai appuyé sur « Play ». Leurs voix ont rempli la pièce. Jean-Pierre et son frère discutant de mon avenir comme si j'étais du bétail à vendre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les adolescents de Sophie regardaient leur grand-père avec quelque chose qui approchait de l'horreur. Le visage de Mathieu est devenu blême. « Papa, c'est quoi ce bordel ?» La voix de Sophie s'est brisée. « Tu ne peux pas faire ça à maman. Elle a besoin de soins, » a dit Jean-Pierre sur la défensive. Des soins professionnels. Elle agit de manière erratique, oublieuse. J'agis comme quelqu'un qui refuse d'être invisible plus longtemps, l'ai-je interrompu. Il y a une différence. Je me suis dirigée vers la cheminée et j'ai pris notre photo de mariage. Le jeune couple souriant semblait être des étrangers maintenant. Pendant 51 ans, j'ai cru en ça, ai-je dit en brandissant la photo. J'ai cru en nous, en cette famille. Je vous ai tout donné, et je n'ai jamais rien demandé en retour, sauf une décence humaine de base. Lentement, délibérément, j'ai déchiré la photo en 2. « Maman !» a haleté Sophie. « Je ne suis pas votre problème à gérer, » ai-je continué. « Je ne suis pas votre fardeau à jeter. Je ne suis pas votre cible commode pour la manipulation et le contrôle. » Je suis allée dans la cuisine et je suis revenue avec une boîte à clés que j'avais achetée la semaine précédente. À l'intérieur se trouvaient les cartes bancaires que Jean-Pierre avait toujours contrôlées, le chéquier qu'il gérait, les documents importants qu'il gardait en sécurité loin de moi. « Papa, c'est vrai ?» La voix de Mathieu était tendue. « Tu allais vraiment faire déclarer maman incapable ?» Le silence de Jean-Pierre était une réponse suffisante. « Je veux que vous compreniez quelque chose, » ai-je dit, ma voix se renforçant à chaque mot. « Je n'achèterai plus l'amour avec ma conformité. Je n'accepterai plus le manque de respect en échange du privilège d'être toléré. Je ne prétendrai plus que votre commodité est plus importante que ma dignité. » Sophie pleurait maintenant. « Maman, on ne savait pas. Vous en saviez assez. Vous saviez que j'étais malheureuse. Vous saviez que j'étais méprisée et ignorée. Vous le saviez, et vous avez choisi de regarder ailleurs parce que c'était plus facile que de prendre ma défense. J'ai verrouillé la boîte et je l'ai posée sur la table basse entre nous. À partir de maintenant, les choses changent.
Je ne cuisinerai plus de repas élaborés pour des gens qui ne prennent pas la peine de dire merci. Je ne prêterai plus d'argent à des enfants qui me traitent comme un distributeur automatique. Je ne sacrifierai plus ma santé et mon bonheur pour des gens qui me considèrent comme jetable. Jean-Pierre s'est levé, le visage rouge de colère. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne comprends rien aux finances, aux implications juridiques. Je comprends plus que tu ne le penses. J'ai appris beaucoup de choses sur les lois sur les biens matrimoniaux, sur la maltraitance des personnes âgées, sur mes droits en tant qu'être humain et citoyenne de ce pays. Tu es manipulé par quelqu'un, a-t-il dit désespérément. Ce n'est pas toi qui parles. C'est exactement moi qui parle. Pour la première fois depuis des décennies, c'est moi qui parle. La pièce a éclaté en dispute, en larmes, en accusations. Jean-Pierre a essayé les vieilles tactiques, le gaslighting, la manipulation émotionnelle, les menaces. Sophie oscillait entre la culpabilité et la défense. Mathieu semblait véritablement choqué par l'ampleur de la trahison de son père. Mais je suis restée calme, centrée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis ma jeunesse. Le chaos autour de moi ne pouvait pas atteindre la force tranquille que j'avais finalement trouvée. Voici ce qui va se passer, ai-je dit lorsque les cris se sont calmés. Quiconque veut faire partie de ma vie à l'avenir me traitera avec le respect que vous montreriez à n'importe quel autre être humain adulte. Quiconque ne peut pas gérer ce niveau de décence de base ne sera pas le bienvenu dans ma maison ou dans ma vie. « Maman, tu n'es pas raisonnable », a dit Sophie en larmes. « Je suis raisonnable pour la première fois de ma vie d'adulte. Cela te semble déraisonnable parce que tu n'as jamais eu à prendre en compte mes sentiments auparavant. » Ils sont partis ce soir-là dans divers états de colère, de confusion, et ce que j'espérais être le début du remords. Jean-Pierre a dormi dans la chambre d'amis, et nous ne nous sommes pas parlé pendant 3 jours. Je pensais que le pire était passé. Je pensais avoir remporté une sorte de victoire. Mais j'avais sous-estimé la profondeur du désespoir de Jean-Pierre et la cruauté dont il était capable lorsqu'il était acculé. 2 mois plus tard, alors que je commençais à être fière de mes nouvelles limites, alors que je commençais à profiter de la paix d'un foyer sans tension constante, Jean-Pierre a joué une carte que je n'avais pas prévue. Il a commencé à dire aux gens que je faisais une dépression nerveuse. Je l'ai appris pour la première fois par Madame Martin, qui habitait de l'autre côté du palier. Elle a frappé à ma porte un matin avec une expression inquiète et un plat couvert. « Martine, ma chère, Jean-Pierre m'a dit que vous traversiez une période difficile. Il a dit que vous disiez des choses étranges, que vous étiez paranoïaque. Je vous ai apporté de la soupe. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il a dit que vous l'accusiez d'essayer de vous voler, que vous étiez devenue méfiante et instable. Il semblait si inquiet pour vous. » J'ai remercié Madame Martin pour la soupe et j'ai fermé la porte, mes mains tremblant de rage. C'était ça, la phase finale de son plan. S'il ne pouvait pas me faire déclarer légalement incapable, il détruirait ma réputation si complètement que personne ne croirait ma version de l'histoire. Au cours de la semaine suivante, j'ai découvert toute l'étendue de sa campagne. Il avait appelé notre compagnie d'assurance, suggérant que j'avais besoin d'une évaluation psychiatrique. Il avait parlé au docteur Dubois, exprimant ses inquiétudes sur mon état mental. Il avait contacté les amis de Sophie, les collègues de Mathieu, même le facteur, se présentant comme le mari qui souffrait depuis longtemps d'une femme de plus en plus instable. L'isolement a été rapide et dévastateur. Les appels téléphoniques ont cessé, les invitations se sont taries. Même Maria semblait plus distante, ne sachant que croire. Je me suis assise dans ma cuisine un soir, entourée par les preuves d'une vie qui était systématiquement détruite, et j'ai senti les murs se refermer sur moi. C'est ainsi que ça se terminerait, non pas par une confrontation dramatique, mais par un assassinat de caractère silencieux. La mort par 1000 murmures. Mais je me suis souvenu de quelque chose que Maître Leclerc m'avait dit lors d'une de nos séances. La vérité a du poids. Les mensonges se propagent peut-être plus vite, mais la vérité a de la persistance. Au lieu de m'effondrer, j'ai fait quelque chose que Jean-Pierre n'avait pas prévu. J'ai commencé à tout documenter. Chaque conversation, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation, j'ai tout enregistré. J'ai tenu un journal détaillé, j'ai sauvegardé les SMS et les emails, j'ai rassemblé des preuves comme un détective construisant un dossier, et puis j'ai fait quelque chose qui m'a terrifiée plus que toutes les confrontations précédentes.
J'ai contacté les gens directement. J'ai rappelé Madame Martin et je lui ai fait écouter l'enregistrement de Jean-Pierre discutant de ses plans. J'ai rencontré le docteur Dubois et je lui ai présenté une chronologie de la campagne de manipulation de Jean-Pierre. J'ai contacté Sophie et Mathieu et je leur ai exposé, méthodiquement et calmement, exactement comment leur père tentait de détruire ma crédibilité. La réponse n'a pas été immédiate, mais elle a été profonde. Les gens ont commencé à voir le schéma. Le récit du mari inquiet s'est effondré face aux preuves de sa cruauté calculée. Sophie m'a appelé 3 semaines plus tard, en pleurant. « Maman, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas y croire. Mais quand tu m'as montré ces enregistrements, quand j'ai vraiment réfléchi à la façon dont papa parle de toi... » Mon Dieu. Maman, qu'est-ce qu'on t'a fait? Mathieu a mis plus de temps à se faire à l'idée, mais finalement, il a lui aussi commencé à voir la manipulation dont il avait été victime. Pas seulement ma manipulation, la sienne. Jean-Pierre l'avait montée contre moi pendant des années, utilisant la dynamique familiale pour maintenir le contrôle. La confrontation finale a eu lieu 6 mois après que j'ai découvert le plan de Jean-Pierre. Il est rentré un soir pour trouver ses valises faites dans le couloir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il exigé. « C'est toi qui pars. » Ce soir. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. Notre maison. Que nous avons achetée avec l'argent que j'ai aidé à gagner. Que j'ai aidé à entretenir pendant 51 ans. Et d'après mon avocate, je peux absolument te demander de partir. Son visage a connu la progression familière. Surprise, colère, tactique de manipulation. Martine, sois raisonnable. On peut arranger ça. Une thérapie de couple peut-être. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tu as comploté pour me faire déclarer incapable afin de pouvoir voler les biens que j'ai aidé à construire et m'abandonner dans une maison de retraite. Ce n'est pas une erreur, Jean-Pierre. C'est de la cruauté calculée. Où vais-je aller? Pendant un instant, une étincelle de l'ancienne Martine a eu pitié de lui. 51 ans de mariage ne disparaissent pas du jour au lendemain, même lorsque ce mariage est devenu toxique. Mais je me suis souvenu de sa voix sur cet enregistrement, discutant nonchalamment de mon élimination comme si j'étais un meuble cassé. Je me suis souvenu des mois de gaslighting, de l'assassinat de caractère, de l'absence totale de remords. Ce n'est plus mon problème à résoudre. Il est parti cette nuit-là, et pour la première fois depuis des décennies, j'ai dormi seule dans mon propre lit sans me sentir seule. Le silence n'était pas vide, il était paisible. Le divorce a pris 8 mois. Maître Leclerc a été brillante, méthodique et féroce dans la protection de mes droits. Nous avons récupéré l'accès à des comptes d'investissement dont je ne connaissais même pas l'existence. Les avoirs en crypto-monnaie de Jean-Pierre, qui avaient considérablement augmenté au fil des ans, ont été divisés conformément aux lois françaises sur la distribution équitable. Mais l'argent n'était pas la victoire. La victoire, c'était de me réveiller chaque matin dans une maison où je ne marchais plus sur des œufs, où je n'avais plus à me préparer aux critiques, où je pouvais prendre des décisions concernant ma propre vie. J'ai commencé petit. J'ai peint la cuisine en jaune, une couleur que Jean-Pierre avait toujours détestée. J'ai acheté des plantes et j'ai rempli l'appartement de vie verte. J'ai jeté des vêtements que je n'avais gardés que parce qu'ils étaient pratiques, et j'ai acheté quelques articles simplement parce qu'ils me plaisaient. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle dans un centre culturel du quartier. Mes mains, si longtemps dévouées à servir les autres, ont appris à créer de la beauté pour elles-mêmes. L'arthrite me ralentissait encore, mais la peinture me donnait un autre type de but. La professeure, Diane, était une femme d'une 60aine d'années qui était revenue à l'art après avoir élevé 5 enfants. Il n'est jamais trop tard pour se souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être, a-t-elle dit à notre classe un après-midi. J'ai repris contact avec Françoise, ma camarade de chambre de l'école d'infirmière, il y a près de 50 ans. Nous nous étions perdus de vue quand la vie s'est compliquée, quand le mariage et les enfants ont tout consumé. Mais quand je l'ai recontactée, c'était comme si le temps n'avait pas passé. Je me suis toujours demandé ce que tu étais devenu, a-t-elle dit autour d'un café dans un bistrot du 5e arrondissement. Tu étais si passionné par tout, les livres, la politique, ce petit ami qui jouait de la guitare. Quand as-tu cessé d'être passionné? C'était une bonne question.
Quand avais-je cessé d'avoir des opinions, des préférences, des rêves qui m'appartenaient en propre? La relation avec mes enfants était compliquée. Sophie luttait contre la culpabilité et a lentement commencé à me traiter davantage comme une personne et moins comme une grand-mère commode. Mathieu est resté distant, pris entre la loyauté envers son père et la reconnaissance de la manière dont j'avais été traitée. Mais mon petit-fils, le plus jeune de Sophie, a commencé à me rendre visite de lui-même. Il avait 16 ans, assez grand pour comprendre la complexité familiale et curieux de connaître la grand-mère qu'il apprenait enfin à connaître comme une vraie personne. « Mamie, papa a toujours dit que tu étais juste. »« Je ne sais pas, ennuyeuse. Comme si tu n'avais jamais rien fait d'intéressant, » m'a-t-il dit un après-midi alors que je lui apprenais à peindre. « Mais tu as fait une école d'infirmière dans les années 60 ? Tu as travaillé ? Tu avais tous ces rêves ? » J'avais des rêves, ai-je admis. Je les ai oubliés pendant un certain temps, mais ils sont toujours là. Maria et moi nous sommes rapprochés. Elle avait observé ma transformation depuis son appartement du dessus, m'encourageant à chaque décision difficile. « Tu m'inspires, ma belle », m'a-t-elle dit un soir alors que nous partagions un dîner sur mon balcon fraîchement décoré. « J'ai peur de sortir avec quelqu'un depuis la mort de mon mari, mais te voir refuser de te contenter d'être maltraitée. Peut-être qu'il est temps que j'exige mieux pour moi aussi. » 1 an après le départ de Jean-Pierre, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis ma lune de miel en 1972. J'ai voyagé seule. C'était juste un long week-end à Lyon, dans un petit hôtel près de la place Bellecour, visitant des musées et me promenant dans des quartiers que je n'avais jamais vus. Mais cela m'a semblé révolutionnaire. Chaque décision était la mienne. Où manger, quoi voir, quand me reposer. Dans le train du retour, j'ai regardé par la fenêtre le paysage défiler et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais pas celle que j'étais avant le mariage. Cette jeune femme était partie, façonnée par des décennies d'expériences à la fois belles et douloureuses. Mais je n'étais pas non plus celle que j'avais été pendant les pires années, diminuée et invisible. J'étais quelqu'un de entièrement nouveau, quelqu'un qui avait survécu à la trahison et s'était défendu. Quelqu'un qui avait redécouvert sa propre valeur après des décennies à s'entendre dire qu'elle n'en avait aucune. L'appartement semblait différent à mon retour. Plus lumineux, plus vivant. Les murs arboraient maintenant mes peintures. Des tentatives imparfaites, mais honnêtes, de capturer la lumière et la couleur. La cuisine sentait les herbes que je cultivais moi-même. Les étagères contenaient des romans que j'avais choisis, pas seulement des livres de cuisine et des guides de gestion domestique. Jean-Pierre appelait occasionnellement, généralement quand il avait besoin de quelque chose, des informations sur l'assurance, de l'aide pour trouver des documents, des nouvelles des enfants. J'étais polie, mais distante. La colère s'était estompée pour laisser place à quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Il avait jeté 51 ans de partenariat pour la promesse de contrôler des actifs qu'il n'aurait pas pu construire sans moi. Il avait détruit une confiance qui ne pourrait jamais être reconstruite, brûlé des ponts qu'il ne pourrait jamais plus traverser. À 74 ans, il recommençait à zéro avec rien d'autre que de l'argent et la réputation d'un homme qui avait trahi sa femme pendant 5 décennies. Je recommençais à zéro avec le respect de moi-même, des relations authentiques et la connaissance durement acquise que je méritais mieux. Sophie est venue pour mon 74e anniversaire, la première fois que quelqu'un de ma famille reconnaissait cette date depuis des années. Elle a apporté des fleurs et une carte avec un message plus long qu'elle n'en avait écrit depuis des décennies. « Maman, je sais que je ne pourrai jamais effacer les années où je t'ai prise pour acquise. Je sais que j'ai participé à la campagne de papa pour te faire sentir invisible. J'ai honte de la femme que je suis devenue quand j'ai oublié que tu étais une personne à part entière, avec des sentiments et des besoins. J'essaie d'être meilleure. Nous essayons tous d'être meilleurs. Nous avons pleuré ensemble cet après-midi-là, pleurant les années perdues à cause du dysfonctionnement et célébrant la possibilité de reconstruire quelque chose de plus sain. Mathieu est resté plus distant, mais il a envoyé un SMS pour mon anniversaire. « Bon anniversaire, maman. J'espère que tu trouves la paix. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une reconnaissance. Une reconnaissance que j'existais en tant que plus qu'une cible commode pour ses frustrations. Mais le moment le plus significatif est venu 2 mois plus tard. J'étais au supermarché de l'avenue d'Italie,
le même magasin où j'avais fait les courses pour la famille pendant des décennies, quand j'ai croisé Madame Bernard, une femme de notre ancienne paroisse. « Martine, oh mon Dieu, vous avez l'air magnifique. Il y a quelque chose de différent chez vous. Vous rayonnez. » J'ai réfléchi à son commentaire en rentrant chez moi, avec des sacs de courses que j'avais choisis pour moi-même, pour des repas que je cuisinerais parce que j'aimais cuisiner, pas parce que quelqu'un s'attendait à ce que je le serve. Peut-être que je rayonnais. Peut-être que c'est ce qui arrive quand on arrête de s'excuser d'exister dans le monde. Il y a 6 mois, j'ai pris une décision qui aurait été impensable pendant mon mariage. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes victimes de violences conjugales à Saint-Denis, aidant d'autres femmes à reconnaître les schémas avec lesquels j'avais vécu si longtemps. Le travail était difficile, déchirant, mais aussi profondément significatif. Ces femmes, dont beaucoup étaient plus jeunes que mes propres filles, menaient des batailles que je comprenais intimement. « Comment savoir quand il est temps de partir ?» m'a demandé une femme nommée Amélie lors d'une de nos séances de groupe de soutien. Elle avait 28 ans, 2 jeunes enfants et un mari qui contrôlait tous les aspects de sa vie. « Tu le sais quand rester fait plus mal que de partir, » lui ai-je dit. « Quand tu réalises que tu as disparu si complètement que tu n'es plus sûr de qui tu es. Quand tu comprends qu'accepter le manque de respect n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. » Amélie a quitté son mari 3 semaines plus tard. Elle m'a envoyé une photo de son nouvel appartement, minuscule mais propre, sûr, le sien. Les enfants souriaient sur la photo, et elle aussi. Travailler avec ces femmes m'a rappelé que mon histoire n'était pas unique. Des millions de femmes, à tout âge et à toutes les étapes de la vie, luttaient pour retrouver leur identité dans des relations qui les avaient consumées. Les détails étaient différents, mais le combat de fond était le même. Apprendre à croire que l'on mérite mieux. Au moment où j'écris ces lignes, cela fait 18 mois que j'ai découvert le plan de Jean-Pierre pour se débarrasser de moi. 18 mois que j'ai trouvé cet enregistreur vocal et appris la vérité sur mon mariage. L'appartement est calme maintenant, mais c'est un silence différent d'avant. Ce silence m'appartient. Ce n'est pas le silence d'être ignoré ou méprisé. C'est la paix d'un esprit qui n'a plus besoin de se préparer aux critiques ou à la manipulation. Je m'assois à ma table de cuisine le matin, buvant du café dans une tasse qui dit « Tu comptes », un cadeau de Maria, regardant le soleil se lever sur Paris. Le jardin d'herbes sur mon balcon est florissant. Les aquarelles sur mes murs capturent des moments de beauté que j'aurais pu manquer lorsque mon attention était toujours concentrée sur les besoins des autres. Le solde de mon compte courant reflète une gestion prudente des ressources qui sont enfin sous mon contrôle. Le portefeuille d'investissement que Jean-Pierre a essayé de me cacher génère maintenant des revenus que j'utilise pour voyager, pour du matériel d'art et pour de petits luxes que je me suis refusé pendant des décennies. Mais la vraie richesse n'est pas financière. C'est la connaissance qu'à 74 ans, j'ai finalement appris à me battre pour moi-même. Ce sont les relations que j'ai construites avec des gens qui me voient et m'apprécient comme un être humain à part entière. Ce sont les rêves que je poursuis qui n'ont rien à voir avec les attentes ou les exigences de qui que ce soit d'autre. Le mois dernier, je me suis inscrite à un atelier d'écriture à la Sorbonne. Le jeune professeur a semblé surpris d'avoir une étudiante de mon âge, mais je lui ai dit quelque chose qui l'a fait sourire. J'ai 74 ans d'histoires à raconter. Je ne fais que commencer. Les autres étudiants, pour la plupart dans la vingtaine et la trentaine, me traitent avec respect et un intérêt sincère. Ils m'interrogent sur mes expériences de vie, mes points de vue sur leur travail, mes conseils sur tout, des relations aux décisions de carrière, être apprécié pour mon esprit, mes idées, ma sagesse accumulée au lieu de simplement mon utilité en tant que servante, c'est un cadeau que j'avais oublié que je méritais. Il y a 2 semaines, Sophie a appelé avec une nouvelle qui nous a surprises toutes les deux. Elle et son mari se séparaient. Non pas à cause d'abus ou de trahison, mais parce qu'ils s'étaient éloignés et méritaient tous deux des relations qui les rendaient heureux plutôt que simplement confortables. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as fait, maman. Comment tu as refusé d'accepter d'être maltraitée juste parce que c'était familier. Je veux être aussi courageuse. Je lui ai dit que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Chaque pas que j'ai fait pour reprendre ma vie en main m'a terrifiée. Mais la terreur valait mieux que la mort lente d'accepter l'inacceptable. Mathieu a été plus lent à reconstruire notre relation,
mais il m'a récemment demandé si je voulais dîner avec lui. Juste nous deux, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, m'a-t-il dit autour d'un plat de pâtes dans un petit restaurant du quartier latin. Pas seulement avec toi et papa, mais avec nous tous. Comment sommes-nous devenus des gens qui pensèrent que c'était normal de te traiter comme ça? C'était une conversation difficile, mais honnête. Nous avons parlé des schémas familiaux, de la facilité avec laquelle on cesse de voir les gens comme pleinement humains quand ils sont toujours disponibles, toujours arrangeants, faisant toujours passer les besoins des autres en premier. Je ne sais pas si je peux réparer ce que j'ai fait, a-t-il dit alors que nous retournions à mon appartement. Tu ne peux pas changer le passé, ai-je convenu. Mais tu peux choisir comment traiter les gens à l'avenir. C'est ce que j'apprends aussi. Chaque jour est une chance d'être meilleur qu'hier. Jean-Pierre et moi sommes divorcés maintenant. Les papiers ont été finalisés il y a 3 mois au tribunal de Paris, là où nous étions allés chercher notre acte de mariage 51 ans plus tôt. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte, quand je l'ai vu de l'autre côté de la salle d'audience. L'homme confiant qui avait contrôlé chaque aspect de notre foyer pendant des décennies semblait diminué par les conséquences de ses propres choix. Nous ne nous sommes pas parlé directement, mais nos avocats ont négocié les derniers détails de notre séparation. J'ai gardé l'appartement, il a gardé son entreprise de BTP. Nous avons partagé les actifs d'investissement que nous avions construits ensemble pendant 5 décennies de mariage. Mais plus important encore, j'ai gardé ma dignité, mon respect de moi-même, ma capacité à dormir paisiblement la nuit en sachant que je m'étais battue pour moi-même quand cela comptait le plus. J'ai appris par Sophie que Jean-Pierre sort avec quelqu'un, une femme d'une 60aine d'années qu'il a rencontrée par l'intermédiaire de son frère. Une partie de moi a pitié d'elle. Elle n'a aucune idée de ce dans quoi elle s'embarque, à quel point il peut être charmant au début, comment le contrôle et la manipulation commencent progressivement. Mais ce n'est plus mon problème à résoudre. Mon travail maintenant est de vivre la vie que j'ai failli laisser m'échapper. Hier, j'ai reçu une visite inattendue. Amélie, la jeune femme du refuge, est passée avec ses enfants pour me montrer leur nouvel appartement. Plus grand maintenant, plus lumineux, rempli de meubles qu'ils avaient choisis eux-mêmes. « Je voulais vous remercier », a-t-elle dit pendant que ses enfants jouaient avec des jouets que je gardais dans un panier pour les visites de mon petit-fils. Pas seulement pour les conseils pratiques, mais pour m'avoir montré ce que c'est que de refuser d'être maltraité. Vous m'avez sauvé la vie. Je nous ai préparé un thé et nous nous sommes assises sur mon petit balcon, regardant ces enfants rire en se poursuivant autour du jardin d'herbe. La lumière de fin d'après-midi était dorée, chaude sur nos visages. « Tu as sauvé ta propre vie, lui ai-je dit. Je t'ai juste rappelé qu'elle valait la peine d'être sauvée. » En regardant ces enfants jouer, j'ai pensé à toutes les femmes qui n'ont jamais la chance de se défendre, qui meurent un peu plus chaque jour jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que la coquille de ce qu'elles étaient, qui n'apprennent jamais que l'amour ne devrait pas exiger que l'on disparaisse. J'ai pensé à ma propre mère, qui a passé 40 ans mariée à un homme qui n'a jamais reconnu ses rêves ou ses opinions. Elle est morte à 71 ans, croyant toujours que le sacrifice de soi était la plus haute forme d'amour. Je me demande ce qu'elle aurait pu accomplir, qui elle aurait pu devenir, si quelqu'un lui avait dit qu'elle méritait mieux. Mais j'ai aussi pensé aux femmes qui se battent en ce moment même, dans des appartements et des maisons à travers Paris et au-delà, qui apprennent, comme je l'ai appris, qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect, que l'âge ne vous disqualifie pas de la dignité, que les relations familiales construites sur l'exploitation ne valent pas la peine d'être préservées. Ce matin, je me suis réveillée naturellement à 7h30, pas de réveil, pas d'anxiété, pas de liste mentale immédiate des besoins des autres à satisfaire. J'ai fait du café dans ma cuisine jaune, je me suis occupée de mes herbes, et je me suis assise pour travailler sur une peinture que je développe depuis des semaines. C'est un autoportrait, quelque chose que je n'aurais jamais tenté pendant mon mariage. Dedans, je suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, la lumière du matin illuminant mon visage. Mes cheveux sont complètement gris maintenant. J'ai arrêté de les teindre il y a des mois. Et il y a des rides autour de mes yeux qui parlent à la fois de chagrin et de joie. Mais mon expression est paisible, contente. La femme sur la peinture sait qui elle est et aime ce qu'elle voit.
Plus tard aujourd'hui, j'assisterai à mon cours d'aquarelle. Je déjeunerai avec Maria. Et je passerai la soirée à lire un roman que j'ai choisi simplement parce que la couverture m'intriguait. De petits plaisirs qui semblent révolutionnaires après des décennies à servir tout le monde, sauf moi-même. Demain, je commence une formation de bénévole avec le programme de prévention de la maltraitance des personnes âgées au parquet de Paris. Ils ont besoin de gens qui comprennent les schémas, qui peuvent reconnaître les signes, qui peuvent aider d'autres seniors à réaliser qu'ils n'ont pas à accepter la manipulation et le contrôle comme le prix de la connexion familiale. C'est un travail qui compte. Un travail qui utilise la sagesse durement acquise de ma propre expérience pour aider les autres à éviter ou à échapper à des situations similaires. Mais ce soir, je m'assiérai sur mon balcon avec un verre de vin que j'ai acheté parce que j'aime l'étiquette, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de Paris dans des tons d'orange et d'or. J'écouterai les bruits du quartier, les enfants qui jouent, les couples qui se disputent et qui rient, le rythme éternel de la vie qui continue tout autour de moi. Et je me souviendrai que cette paix, ce contentement, ce sentiment d'être enfin revenu à moi-même, cela valait chaque décision difficile, chaque moment d'incertitude, chaque risque que j'ai pris pour arriver ici. À tous ceux qui écoutent cette histoire, à tous ceux qui reconnaissent des bribes de leur propre vie dans mon expérience, je veux que vous compreniez quelque chose. Vous avez de la valeur. Vos sentiments comptent. Vos rêves comptent. Votre confort et votre bonheur comptent tout autant que ceux de n'importe qui d'autre. Peu importe que vous ayez 74, 47 ou 31 ans. Peu importe que vous acceptiez le manque de respect depuis 5 ans ou 50. Peu importe que les personnes qui vous maltraitent soient des membres de votre famille que vous aimez ou des partenaires auxquels vous avez consacré votre vie. Vous méritez mieux. Et plus important encore, vous avez le pouvoir d'exiger mieux. La route n'est pas facile. Il y aura des moments où se défendre semblera impossible, où la peur de la solitude semblera pire que la réalité du manque de respect, où tout le monde autour de vous insistera sur le fait que vous n'êtes pas raisonnable d'attendre une décence humaine de base. Mais je vous promets ceci, la paix qui vient du fait d'honorer enfin sa propre valeur est plus grande que tout inconfort temporaire lié à l'établissement de limites. La joie de se réveiller dans une vie qui vous appartient vaut chaque relation que vous perdez en refusant d'accepter un traitement inacceptable. Vous n'êtes pas trop vieille, trop dépendante, trop investie dans la situation actuelle pour la changer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter l'amour avec votre silence, votre service ou votre soumission. Vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Votre vie n'est pas un brouillon. C'est celle-ci, la seule que vous ayez. Et vous méritez de la passer entourée de personnes qui vous célèbrent plutôt que de vous diminuer, qui vous élèvent plutôt que de vous rabaisser, qui voient à votre pleine humanité plutôt que seulement votre utilité pour elles. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous vu quelqu'un que vous aimez disparaître dans une relation qui l'a consumé? Avez-vous ressenti le poids des attentes familiales qui exigeaient que vous sacrifiez votre propre bien-être pour la commodité de tous les autres? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Faites savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Et si cette histoire a touché quelque chose dans votre cœur, si elle vous a rappelé votre propre valeur ou vous a donné le courage d'exiger un meilleur traitement, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces vérités qui restent trop souvent tues. Rappelez-vous, vous comptez. Votre histoire compte. Et il n'est jamais trop tard pour commencer le prochain chapitre selon vos propres termes. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir vu. Merci de m'avoir laissé vous rappeler que vous méritez tout l'amour et le respect que vous avez donné à tous les autres. Le soleil se couche maintenant sur Paris, peignant mon petit appartement d'une lumière dorée. Je suis exactement là où je dois être, dans une vie pour laquelle je me suis battue, entourée de la beauté que j'ai créée, en paix avec les choix que j'ai faits pour moi-même. Voilà à quoi ressemble la liberté. Voilà ce que l'on ressent quand on se respecte. Voilà ce qui arrive quand on rentre enfin chez soi. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer.